Le docteur Volfex est attendu en salle de consultation. Le docteur Volfex, bâtiment C12. Ah, Ça va? ouais. Pas trop mal au cul? Pourquoi au cul? Bon, tenez, voici votre ticket. Ouais. Restez là, je reviens. Mais tu vas où? 173. Vous avez quel ticket, vous? Vous avez vu Star Trek Beyond? Numéro 21. Bon, déjà, je l'ai vu pendant un marathon Star Trek. Donc il y avait les deux d'Abrams plus le nouveau. Et si ça m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est que j'adore vraiment ceux d'Abrams. Y a rien à faire, je suis vraiment client. Je peux comprendre qu'on puisse pas aimer, mais avec moi, ça marche. Veuillez ne pas mourir dans les couloirs. Non seulement au niveau de la réa, mais aussi sur les autres aspects du projet. Parce que réussir à rebooter Star Trek, tout en gardant ce nouvel arc narratif dans la saga, avec cette histoire de voyage dans le temps, eh bien on dira ce qu'on voudra, mais moi, j'ai trouvé ça superbe. Ça va, monsieur? Ouh, ça sent pas bon, ça, hein? Mais je me souviens qu'après avoir vu Into Darkness la première fois, j'avais un petit peu moins apprécié que le premier. Peut-être parce qu'il n'y avait plus l'aspect de nouveauté, et ça m'avait moins pris. Mais le film est quand même vraiment bien. Du coup, quand ils avaient annoncé Justin Lin à la réalisation du nouveau, j'étais assez dubitatif. Mais bon, j'avais pas vu les derniers Fast and Furious, donc je voulais pas l'enterrer tout de suite, quoi. Et puis, JJ, il restait à la prod, et on sait qu'aux États-Unis, le producteur, il a son mot à dire sur la créa. Donc, avec Simon Pegg qui co-signait le scénario, je restais confiant. Moins 50% crématorium. Mais alors, quand j'ai vu le premier trailer, je me suis dit, ça sent pas bon. Je trouvais qu'il y avait rien de spécial, que les nouveaux aliens, ils ressemblaient à des méchants de Power Rangers. Franchement, j'étais refroidi. Monsieur? Monsieur? Ouais. Bordel, le monde qu'il y a dans cet hôpital. Ouais. Mais il est déjà passé, le Xarlax? Oh oui, il y est passé, ouais. Vous parliez de quoi? De Star Trek Beyond. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Un Xarlax est disponible à la morgue. Eh ben, c'est sympa. Disons que j'ai passé un bon moment. Il y a des choses à redire, hein, mais grosso modo, j'ai vraiment bien aimé ce film. En fait, pour vraiment résumer mon ressenti du film, j'ai juste à dire que j'ai préféré ceux d'Abrams. Et ça, je l'ai su dès la scène d'intro. Capitaine, vous voulez un peu d'eau ou de café? Non, pas du tout, merci. Oui, ok, mais il y a aussi un distributeur de Z-Food. Mais qu'est-ce que tu fous encore là? Va m'en chercher! Ah bah j'y vais tout de suite. Dépêche-toi, abruti! Parce que la scène d'intro, c'est ce qui donne l'ambiance du film. Et dans les deux précédents, ça allait à 100 à l'heure, il y avait vraiment du rythme, tu sortais de la salle de cinéma, t'avais la pêche. Là, t'apprends deux choses. D'abord avec cet alien qu'on croit immense, mais qui, dès qu'il s'approche de Kirk, on constate qu'il est minuscule. Eh bien, on apprend qu'ils vont jouer avec les perspectives, sur la perte des repères, et aussi la thématique générale de l'illusion. Ensuite, que le rythme va pas du tout être le même. On sent que ça va être beaucoup plus plan-plan. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de faux rythme tout au long du film, notamment au niveau du récit. Il y a un moment, j'ai pas pu m'empêcher de regarder l'heure, parce que j'arrivais pas à savoir si on était au début du film, à la fin... Parce que je trouvais que l'histoire s'était pas encore lancée. Et pour le coup, on était au milieu. J'ai parlé de la réalisation et franchement... Mais je peux aussi te péter les dents. Numéro 22. J'ai parlé de la réalisation. Bon, il y a vraiment une vraie différence. Déjà, il n'y a plus un lens flare, donc pour ceux qui en avaient marre, c'est tant mieux. Mais surtout, j'arrive pas à savoir si j'ai trouvé un style à Justin Lin, mais en tout cas, il y a des choses très intéressantes. Il y a quelques très beaux plans. Notamment quand l'Enterprise il est en warp, avec cet effet d'ondulation aquatique, c'est vraiment joli. Ou quand il quitte la station Yorktown, et que la caméra reste sur le vaisseau, mais que tout l'univers défile autour. Ça, c'était vraiment bien trouvé. Et puis j'en parlais, ils ont vraiment mis le paquet sur la perte des repères. Et ça, c'est une des grandes qualités du film. La station Yorktown, avec toutes ses ramifications, sa gravité contrôlée qui fait que le haut et que le bas se confondent, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la SF, mais là, je trouvais que c'était bien fait et surtout visuellement très beau. Il y a aussi quand Kirk et Chekhov se baladent dans l'Enterprise qui s'est crashé et que tout est sans dessus-dessous. Et ça se retrouve aussi dans le scénario. Parce que la trahison de l'alien qui amène l'Enterprise dans la nébuleuse, ou le fait que le bad guy, il soit pas qui il semble être, eh bien ça aussi, ça fait partie du domaine de l'illusoire. Et donc, c'est aussi nos pertes de repères pour le spectateur que l'on est. Et tant visuellement que narrativement, c'est vraiment très intéressant que le film prenne le parti d'avoir ce fil rouge en permanence. Et c'est le numéro 102. Non, je déconne, c'est le 25.
L'action est vraiment sympa, à part peut-être la scène d'un moto. L'attaque de l'Enterprise est vraiment épique, j'irais même jusqu'à dire que la scène a du panache. Et puis, les acteurs, ils sont tout aussi bons que dans les précédents épisodes. Mention spéciale à Sofia Boutella, la nouvelle, qu'on a tous remarqué dans Kingsman, mais que j'avais aussi vue dans Monsters Dark Continent, qui malheureusement n'est pas aussi présente que ce que la com laissait penser. Elle donne une vraie énergie à son personnage. Asseyez-vous, monsieur. Et puis, au niveau des personnages, le film innove pas mal dans leurs interactions. Ce que les précédents films avaient mis en place, c'était plutôt un axe Kirk-Spock, Kirk-McCoy, Spock-Uhura, et puis il y a Scotty qui traînait un peu. Mais franchement, Sulu et Chekhov étaient quand même pas mal en retrait. Bonjour. Du coup, je trouve qu'on avait l'impression que certains personnages se connaissaient peu. Uhura et Chekhov, ou Scotty et Sulu. Alors que là, dans Beyond, ils font l'effort de créer de nouveaux couples. McCoy avec Spock, Kirk avec Chekhov, Sulu et Uhura. Ça permet de donner plus de corps à ce groupe qu'on connaît tous, et qui en plus vient de passer 5 ans dans la galaxie ensemble. Et c'est tout à fait logique d'accentuer leur lien. Et d'ailleurs, ça me revient, mais même à la toute fin, quand il y a l'accroche classique de Star Trek, l'espace, l'ultime frontière, eh bien j'ai l'impression que c'est pour la première fois que chaque phrase est prononcée par un nouveau membre d'équipage, au lieu que ce soit juste Kirk. C'est très intéressant ce que vous dites. Mais merci. Merci, pour une fois quelqu'un le reconnaît. Le film accuse quand même pas mal de défauts. Et franchement, je l'ai déjà un peu dit, mais il a vraiment pas l'énergie des 2 films précédents. Et peut-être que c'est pour accentuer sur la fatigue que ressent l'équipage. Parce qu'après 5 ans passés dans l'espace, Kirk commence à douter du bien fondé de sa mission. Et il y a une espèce de déprime qui irradie tout au début du film. Ça, plus le fait qu'ils ont vieilli. Et je veux pas dire que c'est des croulants, hein, loin de là. Mais on sent vraiment que c'est pas du tout le même traitement des personnages. Dans le premier film, ils commencent comme cadets. On est vraiment au début de leur aventure. Dans le deuxième, on sent bien qu'ils sont plus aguerris, mais Kirk, il est quand même remis à sa place au début du film. On lui fait bien comprendre qu'il a pas ce qu'il faut pour commander un vaisseau. Et on le voit vraiment chez Kirk. Je trouve qu'il est quand même moins tête brûlée, et puis même physiquement, ils lui ont fait une petite coupe de papa. Et c'était vraiment flagrant en voyant les 3 films à la suite. Mais le vrai gros problème du film, c'est son méchant, Kral. Au final, j'ai exagéré, il ressemble pas à un méchant de Power Rangers. Non, il fait plutôt penser à Piccolo de Dragon Ball Evolution. Et ça, c'est pas forcément mieux. Le problème, c'est que j'arrive pas à croire à l'histoire du personnage, avec cette vengeance contre la fédération qu'il aurait abandonnée. On n'a pas assez d'éléments pour se sentir impliqué dans son évolution. Cette technologie qui lui permet de vivre des centaines d'années et qui le modifie physiquement, quand il nous le présente, c'est digne d'un nanar. T'as 2 officiers de Starfleet accrochés la tête en bas avec des câbles pourris, t'as l'impression qu'ils ont filmé ça dans un KGB. Franchement, c'était ridicule. Et en plus, cette idée de modification corporelle, elle témoigne juste d'une vraie fainéantise dans l'écriture. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'est là que pour ce twist final. Kral était en fait un être humain. Sauf que sa transformation en alien ne lui apporte aucune capacité particulière, à part peut-être physique. Mais sinon, c'est vraiment inutile. Et putain, vous avez Idris Elba. Idris Elba. Quand t'as un gars qui a autant de charisme, tu lui fous pas un masque sur la gueule pendant tout le film. Le pire, c'est qu'Elba, il aurait fait un putain de Klingon. Il aurait été juste parfait. Attends-moi là, j'arrive. Et le film manque d'ambition. Des fois, il lance des idées comme ça et il les fait jamais aboutir. Par exemple, quand ils arrivent sur cette planète, ils se rendent compte qu'il y a eu d'autres vaisseaux qui sont crashés depuis très longtemps, que d'autres espèces sont obligées d'y cohabiter. Il y en a même 3 qui attaquent Jayla et Scotty à un moment. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il allait y avoir plein d'autres espèces qui vivaient sous la coupe de Kral. Et qu'avec les prisonniers de l'Enterprise, ils allaient peut-être former une résistance, pourquoi pas. Un peu comme dans Battlestar Galactica sur New Caprica. Ça aurait été intéressant qu'il y ait une ellipse de quelques mois afin de voir les effets de la captivité sur eux. Histoire qu'eux aussi se sentent abandonnés de la Fédération, tout comme Kral. Ça aurait peut-être créé des connexions intéressantes. Mais non. À part ces quelques défauts, le film est sympa. Il fait le job. C'est juste que j'ai une espèce de ressenti un peu ambigu. Comme pour le fait de détruire les drones de Kral avec la musique. À la fois, je trouve que c'est vraiment une idée sympa, j'aime la symbolique qu'il y a derrière, et puis visuellement, c'était plutôt bien trouvé. Mais en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était trop facile. 2 feuilles poche panées offertes pour l'achat d'un menu enfant. J'aurais tout simplement préféré qu'Abraham se réalise celui-là. Et je pense vraiment que les Trekkies de la première heure, ceux qui n'avaient pas trop apprécié les 2 derniers parce que c'était trop orienté action pour eux, ils apprécieront davantage celui-là. Par contre, ceux qui ont découvert avec les reboots, il y a moyen qu'ils soient déçus. Numéro 30. Maintenant, après ces 3 films, je pense qu'il serait peut-être temps qu'ils pensent au passage de témoin. Un peu comme ce qui avait été fait avec Generations et la team Picard et la team Kirk. Parce que moi, je suis un inconditionnel de Jean-Luc. Et j'aimerais vraiment le revoir dans cet univers rebooté.
Alors ça va, Captain? Plus mal au cul? Mais pourquoi au cul je me tenais la tête? Mais... c'est mon Z-Food! Oui... J'espère bien. Ah, le Z-Food, quelle merveille! Mais attendez, on fait quoi? On part? Numéro 2999. Violette, ma fille. Numéro 3000. Madame, est-ce que vous avez vu ma fille? Le service est terminé. Non, mais écoutez-moi, j'ai besoin d'aide. J'ai perdu ma fille.